Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Seine-Ouest Entreprise, l'agence économique du Grand Paris Seine-Ouest, va vous proposer un atelier sur la cybersécurité. Phishing, ransomware, fuite des données, autant de notions aujourd'hui bien identifiées par les entreprises et pourtant 2/3 de celles-ci, des entreprises françaises en l'occurrence, sont touchées ou victimes de cyberattaques. À l'heure de la transformation digitale, de la dématérialisation des échanges, des modes de travail hybrides et interconnectés, les entreprises doivent intégrer dans leur stratégie opérationnelle la cybersécurité. Peu d'entreprises aujourd'hui consacrent des moyens et du temps à cette problématique. Pour résoudre cette équation, nous avons fait appel à deux pointures, en l'occurrence Didier Wilomanski, directeur commercial de Thales, et Yassir Kazar, start-upper qui a créé la plateforme de white hacking Yogosha. Ces deux experts reviendront sur comment se protéger et comment gérer des crises, des cyberattaques, mais aussi comment le cloud a fait voler en éclats le périmètre de sécurité dans l'entreprise. Et évidemment, nous aborderons un aspect bien nécessaire, comment aujourd'hui intégrer la cybersécurité comme argumentaire marketing pour vendre un produit ou un service. Bref, comment anticiper et intégrer le risque en 2020. Merci à Seine-Ouest pour me donner l'occasion de présenter ce matin. Vous le savez tous, depuis le 25 mai de l'année dernière, le règlement général de protection des données s'applique en France et partout en Europe. Et donc les sociétés ont l'obligation de déclarer les attaques qu'elles subissent et quelles en sont les conséquences. D'accord ? Donc je vais juste vous donner un chiffre entre maintenant où je suis en face de vous et demain matin à la même heure. Dans le monde, 6 millions d'enregistrements de données auront été attaqués, corrompus, détruits, exposés. 6 millions. Et quand je parle d'un enregistrement de données, c'est un fichier, une base de données, un disque, etc. D'accord ? Et effectivement, ce n'est pas que les grandes entreprises, c'est aussi la petite start-up du coin qui aura été piratée, pourquoi pas, par son voisin pour des problématiques de concurrence. Voilà, d'accord ? Donc on suit cet indice depuis 2013. Et effectivement, depuis un an, on a vu une explosion de cet indice, donc le nombre d'enregistrements de données qui sont attaqués par jour, par an. On était à un peu plus de 18 milliards d'enregistrements de données attaqués en début d'année. Et on sait que par rapport à l'année dernière, on va encore doubler cette année, avec des conséquences énormes, puisque le titre d'Edenred a perdu, je crois, 4% la semaine dernière. Un autre exemple, vous avez peut-être entendu parler d'une énorme brèche qu'a subie Capital One, qui est une banque américaine, cet été. En fait, tout simplement, Capital One a une partie de ses données chez AWS et un ex-employé d'AWS a utilisé des clés de chiffrement qu'il avait gardées avec lui pour venir pirater des données chez AWS et exposer un peu plus de 100 millions d'enregistrements de données personnelles. Le titre de Capital One a perdu 30% en une journée. Donc on parlait de guerre économique tout à l'heure, mais effectivement quand votre société perd 30% de sa valeur en un clic, si j'ose dire, vous pouvez en voir les conséquences au niveau humain, au niveau du management de la société. Je pense que le CEO a dû sauter, le directeur de l'informatique a dû sauter. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ne travaillent plus chez Capital One aujourd'hui. Voilà. Donc très rapidement, je suis chez Thales depuis avril 2019 de cette année, puisqu'en fait je travaillais auparavant chez Gemalto, peut-être une société dont vous connaissez le nom, dont Thales a fait l'acquisition. Et donc Thales plus Gemalto, aujourd'hui, voilà, c'est 80 000 employés, c'est une présence dans 68 pays, c'est 19 milliards de chiffre d'affaires et un peu plus de 1 milliard d'investissements en R&D. Voilà, en fait, grâce à l'apport de Gemalto, on a un petit peu balancé le revenu de Thales, puisqu'aujourd'hui Thales fait à peu près 40% de son revenu dans le militaire et 60% dans le civil, puisque Gemalto avait 100% de son revenu dans le civil. Voilà. Qu'est-ce qu'est exactement la société, ou plutôt la Global Business Unit où je suis ? Ça s'appelle Digital Identity and Security, c'est la 7e Global Business Unit de Thales. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, nous y proposons différentes solutions pour la protection de données, pour la gestion des identités et des accès, et puis pour la gestion des licences. Si parmi vous, il y a des gens qui développent des softwares, peut-être vous vous posez des questions sur comment je peux de façon optimale protéger les droits qui sont liés à ces softwares, commercialiser de façon intelligente
à la journée, on demand, au mois, comment est-ce que je peux suivre mes licences. Voilà, on a des solutions à vous proposer. D'accord. L'organisation où je travaille s'appelle Cloud Protection and Licensing parce qu'effectivement, aujourd'hui, le cloud modifie complètement la façon dont les organisations opèrent le business, opèrent le commerce, opèrent le développement à l'intérieur des sociétés. Et donc nous-mêmes, nous nous sommes réorganisés et nous nous focalisons sur cet impact du cloud dans les entreprises. Alors bien sûr, vous connaissez tous ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire pour une société, le fait de porter dans le cloud ces logiciels qui vont être opérés dans le cloud ou ces données qui vont être stockées dans le cloud. D'accord. Bon, vous connaissez les grands noms, AWS, Azure de Microsoft, Google Cloud, mais sachez qu'en France, eh bien, on a par exemple OVH, on a Thales qui propose, mais aussi une multitude de petites sociétés qui font de l'hébergement. Je pense qu'à Boulogne, il y a forcément plusieurs sociétés qui ne sont pas nécessairement importantes. La semaine dernière, je discutais avec une petite société, ils sont 5. Ils ont tout un tas de serveurs et en fait, aujourd'hui, ils proposent ces serveurs pour faire du développement et du stockage de données à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter 10 000 ou 20 000 euros de serveurs. Donc le cloud, ce n'est pas que les géants qu'on connaît, c'est aussi très probablement des sociétés à côté de chez vous qui peuvent vous proposer des services. D'accord. Autre chose qui impacte énormément le fonctionnement des sociétés, c'est ce qu'on appelle l'utilisation du cloud pour les applications ou les software as a service. On a fait une étude avec une société de recherche qui s'appelle Ponemon. Je vous donnerai les coordonnées de cette étude si ça vous intéresse. Aujourd'hui, dans le monde, une société en moyenne utilise 29 applications dans le cloud. Aux États-Unis, c'est même au-dessus de 40 d'ores et déjà. D'accord. Et ces applications, vous en connaissez certainement un grand nombre. La plus connue s'appelle Office 365. Voilà. Si vous n'êtes pas Office 365, peut-être vous serez Google Suite qui va vous proposer les mêmes softwares, Excel, Word, etc. D'accord. Si vous gérez un grand nombre de clients, sans doute vous aurez une application de Customer Relationship Management, de CRM, comme Salesforce. Si vous avez beaucoup de stockage à faire, vous utiliserez Box. Si vous gérez des tickets d'incidents avec vos clients, vous utiliserez Jira. En France, une des applications les plus connues, c'est ADP, qui est un logiciel de gestion de paye et de ressources humaines. Donc voilà, en moyenne, vous avez 29 applications cloud déployées ou utilisées dans les entreprises. Et bien entendu, une des questions fondamentales, c'est qui accède à ces applications, pour faire quoi et sous quelle forme de contrôle. Donc on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Quand on s'intéresse à ce que représente le fait pour une société d'aller vers le cloud et qu'on pose des questions aux entreprises, on s'aperçoit que la sécurité vient vraiment sur le dessus du chapeau. D'accord. Bien au-delà du challenge technique que représente le mouvement et la digitalisation des entreprises. En deuxième, on voit que la notion de contrôle et de conformité occupe également un grand rôle. Donc conformité à la RGPD, mais par exemple si vous parlez à des banques ou à des fintech, la conformité à tous les règlements qui s'appliquent dans ce domaine. Voilà, par exemple, il y a 2 ans, on a eu l'occasion de travailler avec une fintech française qui commence à être un tout petit peu connue, qui s'appelle Trésor, qui vient d'être achetée par la Société Générale et qui propose une plateforme de micro-paiement. Cette société elle est en train d'exploser. Ils étaient 15 l'année dernière, ils sont plus de 50. Et une des questions qu'ils se posaient, c'est comment, alors que notre seul focus doit être le développement de notre société, on va réussir à être en conformité avec toutes les normes bancaires. On a travaillé avec eux et en fait, on leur a proposé une solution pour gérer une application cloud qui leur permet en particulier d'être en conformité avec certaines normes bancaires. Je reviendrai sur le sujet par la suite. Et puis, on peut penser que le sujet cloud, en fonction de votre maturité, vous êtes débutant, vous êtes une société confirmée, vous avez 50 ingénieurs spécialisés ou bien vous n'en avez aucun, peut être différente, votre sensibilité peut être différente. Pas du tout. En fait, on s'aperçoit que quel que soit un petit peu le profil de la société, la sécurité liée au cloud reste dans les préoccupations vraiment principales des sociétés. D'accord ? Et bien évidemment, pourquoi ? Bien parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs fois, les failles
sont de plus en plus nombreuses. Et donc à travers cette étude que nous avons réalisée, voilà, on s'aperçoit que 60% des sociétés interrogées ont reconnu avoir subi une faille et 40% avoir subi une faille l'année passée. Je vous parlais tout à l'heure de la multiplication de ces failles et de l'accélération de ces failles. Il y a eu une conférence en début d'année où un des grands spécialistes de la sécurité qui travaillent chez IBM a mentionné pour lui les 5 points critiques à l'avenir. Et en fait, un de ces points critiques est qu'il a mentionné que la capacité de cyberattaque allait accélérer bien plus vite que la capacité de l'IT en général à mettre en place des contre-mesures. Donc je pense que, je ne sais pas où il est passé, voilà, un brillant avenir devant lui en matière de cyberattaque. Voilà. L'interconnexion des ordinateurs, la complexité du domaine IT va faire qu'on va subir de plus en plus d'attaques et aussi la complexification du domaine de l'entreprise. Avant, une entreprise, quand on considérait son service informatique, c'était simple. Vous aviez un réseau de PC, des employés, le matin on arrivait, on se connectait au réseau de l'entreprise, terminé. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez des sous-traitants, vous avez des partenaires, vous avez des clients qui viennent dans votre réseau pour vous apporter des informations, pour faire du co-développement avec vous. Okay ? Vous avez votre réseau d'entreprise avec vos PC, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, donc la personne qui va venir avec sa tablette, qui va venir avec son mobile, qui va se connecter sur la même application que celle où vous vous connectez depuis votre réseau. Donc la notion de périmètre de l'entreprise a complètement explosé. C'est impossible de définir ce qu'est le périmètre de l'entreprise. Donc mettre en place une sécurité liée au périmètre devient totalement inopérant. La vraie sécurité va devoir s'appliquer à la personne, à son identité vue du réseau de l'IT, pour opérer le bon contrôle au moment où la personne, selon le moyen qu'elle utilise, va se connecter sur le réseau de l'entreprise, va se connecter sur une application sensible, va vouloir accéder à une donnée critique. Cette donnée critique, ça peut être une donnée personnelle, mais ça a aussi des brevets, des principes de fabrication, des prix. Donc vous voyez, la notion de données sensibles, elle n'est pas simplement liée à la notion de données personnelles. Donc je viens d'en parler, effectivement, dans moins de 30% des cas, les données qui ont été attaquées lors de ces attaques étaient chiffrées. Donc ça veut dire que lorsque le hacker est arrivé à l'endroit où vous voulez aller dans l'entreprise, il a pu directement utiliser des données et les exposer. Voilà. Pour information aussi, cet été, en fait, il y a eu une communication sur le fait que lorsque vous utilisez AWS pour faire du stockage, il y a une fonction de stockage qui, si elle est mal paramétrée, va faire que vos données vont pouvoir être publiées en clair par n'importe qui. Donc on parlait de compétences tout à l'heure, on parlait de cette université autour de la cybersécurité. On a un énorme déficit de compétences et c'est extrêmement facile et extrêmement impactant de mal programmer des pare-feux, des paramètres dans le cloud et d'avoir des conséquences énormes en matière d'exposition de données ou d'exposition d'identité dans le cloud. Donc chiffrer les données pour avoir ce qui est important, vraiment protégé au plus près. Et puis cette étude montre aussi que dans 70% des cas, la fraude a été engagée à travers un accès frauduleux basé sur le vol de l'identité. Donc là aussi, je vous donnerai les informations si vous le souhaitez. Des études ont montré que cette notion d'authentification forte de la personne, de gestion de l'identité dans l'entreprise de la personne, est une notion qui va prendre de plus en plus d'importance. Et que donc, liée à cette identité, la gestion du contrôle pour les accès va devenir quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Alors, on parle depuis tout à l'heure de cloud, mais en fait, vous le savez tous, le cloud, ça n'existe pas. La notion est juste là pour dire c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est plus votre ordinateur, c'est le serveur de quelqu'un d'autre, c'est plus votre serveur. D'accord ? Bon, vous pouvez vous dire, c'est Didier Villemanski qui dit ça, il a ses logiciels à vendre, ses solutions à vendre. Je ne suis pas le seul à le dire, donc voilà, je vous présente le docteur Werner Vogel, qui est le CTO de AWS, donc pas n'importe qui. Voilà, qu'est-ce qu'il dit, en particulier donc, lors du summit AWS à Berlin cette année ? Il dit quoi ? Il dit
Si la protection périmétrique était toujours opérante, on aurait toujours des donjons et des douves pour se protéger. Donc voilà. Il faut protéger individuellement ce qui compte, donc vos données. D'accord ? Il faut vraiment vous focaliser là-dessus. Il faut chiffrer, parce que le chiffrement, c'est vraiment la seule chose qui vous permet de garantir que la donnée à laquelle vous avez accès, vous y avez vraiment accès, et uniquement les personnes qui ont le droit d'accès vont avoir la donnée en clair. Si j'accède à une donnée chiffrée, si je n'ai pas la clé, je verrai une donnée qui ne correspond à rien et je ne saurai rien en faire. Et parce que j'ai la clé, je vais pouvoir déchiffrer cette donnée et je vais pouvoir l'exploiter. Donc la clé, le fait de détenir la clé, devient votre moyen de contrôle d'accès. Bien sûr, lié à ça, malgré tout, si vous êtes dans un mode où vous accédez par exemple à Salesforce, gérer le contrôle d'accès reste une chose importante et gérer l'identité des personnes qui ont le droit d'utiliser Salesforce reste quelque chose d'important. Bon, donc il mentionne que chez AWS, par exemple, sur 60 services qui sont proposés, d'ores et déjà, 52 services offrent ce qu'on appelle le Bring Your Own Key. Qu'est-ce que c'est le Bring Your Own Key ? Lorsque vous faites du chiffrement de données, vous avez deux choses importantes. Qui fait le chiffrement et qui gère la clé qui va servir à chiffrer. D'accord ? Donc Amazon, Azure, Google proposent des services de chiffrement, proposent bien sûr de gérer pour vous la clé de chiffrement. Donc en gros, là, vous donnez les clés du camion. Hein. Ils font tout pour vous. D'accord ? Donc il y a une notion de confiance. Mais si votre confiance est limitée, vous allez vous dire, je vais demander à Amazon ou à Azure de chiffrer les données pour moi, mais c'est moi qui vais gérer mes clés. Comme ça, si demain, par exemple, un ex-employé d'Azure s'en va et veut tenter d'accéder à mes données, parce que c'était lui qui les gérait, moi j'aurais déjà fait tourner mes clés, je les aurais révoquées, j'en aurais émises de nouvelles, et rien ne pourra être fait. Donc là, on voit que vous reprenez la main, que vous gardez le contrôle, bien que ce soit votre fournisseur de cloud qui a vos données et qui gère le chiffrement lui-même de vos données. Donc c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Key, et puis aussi le fait que, par exemple, puisque c'est vous qui avez la main sur vos clés, en particulier pour tout ce qui est traçabilité, auditabilité, et c'est une notion très importante, par exemple, dans le Règlement général de protection de données, vous devez être en mesure de dire qui accède aux données personnelles de l'entreprise, quand ils y ont accédé, pour faire quoi, etc. Donc si vous avez un audit demain, si vous avez une gestion centralisée de vos propres clés, de vos propres accès, vous serez en mesure de donner des logs qui prouveront ce qui a été fait. Et vous serez aussi en mesure de voir qui potentiellement tente des accès frauduleux à vos données. Voilà. Et donc, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des responsabilités. D'un côté, ce que vous faites faire à votre fournisseur de cloud, et de l'autre côté, ce que vous gardez sous votre contrôle, le chiffrement, la gestion des clés, la gestion des identités. Voilà, donc, je vous en ai déjà parlé, on retrouve le service qu'on appelle Infrastructure as a Service. Voilà ce que va vous proposer votre fournisseur de cloud, donc vraiment tout ce qui est ce qu'on appelle les couches bases de l'IT, et tout cela reste de votre responsabilité. Si vous êtes dans une approche plateforme as a service, tout ça sera fourni par votre fournisseur de cloud et vous garderez la responsabilité des applications et de la data. Et si vous êtes dans une approche software as a service, vous aurez la responsabilité des données. Dans tous les cas, vous vous apercevez que la donnée est de votre responsabilité, quel que soit le service que vous utilisez chez un fournisseur de cloud. Donc c'est à vous de la protéger et c'est à vous de protéger les accès à ces données. D'accord ? Donc voilà, donc votre responsabilité, c'est la sécurité des données. Votre ennemi numéro 1, c'est de ne rien faire. On a aussi une étude qui a montré que jusqu'à présent, et malgré la mise en place du RGPD, beaucoup de sociétés pour l'instant ne font rien. Elles se sont tournées vers des cabinets d'avocats, elles ont fait différentes études pour envisager quel était le niveau de risque. Et puis un petit peu dans la même optique qu'un accident n'arrive qu'aux autres, ils se disent, les premiers audits vont aller chez mes voisins et pas forcément chez moi, donc j'ai du temps. D'accord ? Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais de confiance. Si vous avez un fournisseur de cloud comme Azure et que vous êtes là-bas, voilà, suivant votre niveau de confiance, vous allez pouvoir demander à Azure de gérer le chiffrement pour vous, de gérer les clés pour vous,
Donc là, vous mettez 100% de votre confiance dans Azure et vous dites tout va bien se passer. Et puis, si vous êtes un tout petit peu moins confiant, si vous voulez garder une partie du contrôle, vous allez mettre en place donc, ce qu'on appelle le Bring Your Own Key. Vous allez garder la gestion de vos clés. Vous allez apporter à Azure vos clés et sur la base de ces clés, Azure va gérer le chiffrement de vos données. Si vous êtes encore un peu moins en confiance, vous allez opérer ce qu'on appelle le Host Your Own Key, c'est-à-dire que vous n'allez même pas apporter les clés à Azure. C'est Azure qui va vous apporter les données à chiffrer, les chiffrer sur la base de votre clé et les réimporter. Et puis, si vraiment vous n'avez aucune confiance et que vous voulez vraiment tout faire, on a ce qu'on appelle le Bring Your Own Encryption. C'est vous-même qui faites le chiffrement de données, c'est vous-même qui gérez vos clés et vous exportez dans le cloud des données chiffrées. Donc voilà, lorsque vous allez aller dans le cloud, faites-vous votre propre opinion, réfléchissez par rapport à votre organisation, réfléchissez par rapport aux compétences que vous avez dans votre société pour vous dire où est-ce que je vais mettre le curseur, est-ce que je vais tout confier à mon fournisseur de cloud ou est-ce que je veux absolument en garder une partie chez moi. Et à nouveau, vous pouvez mettre dans le cloud des données peut-être moins confidentielles. Et puis si vous gérez des brevets, des secrets de fabrication, des listes de prix extrêmement confidentielles, des dessins, vous allez garder les données et vous allez les chiffrer chez vous. Vous allez avoir cette flexibilité par rapport à votre stratégie de migration digitale. J'annonce la couleur dès le début dans le titre et c'est vrai que dans l'imaginaire de tout le monde, le hacker, c'est quelqu'un avec un hoodie, dans l'obscurité, qui tape très vite sur le clavier. Dans la vraie vie, c'est des gens comme vous, comme moi. Moi, le premier, je suis un hacker, je vais le présenter. Et justement, on rentre dans un monde où ce type de cliché, il faut s'en débarrasser très vite. Je sais que la cybersécurité est un sujet anxiogène. Alors, je vais partager avec vous des choses qui peuvent l'être, mais je vais tout faire pour vous donner des clés pour que ça ne reste plus anxiogène. Parce que c'est un sujet du quotidien. Il faut être capable de l'appréhender. Et une fois qu'on a quelques clés, on arrive à le voir comme quelque chose qui est maîtrisable, avec une notion de risque qu'il faut accepter à un moment ou à un autre, comme dans la vie de tous les jours en fin de compte, parce que quand vous sortez, rien ne vous garantit qu'un bus ne vous passe pas dessus, et vous ne vous dites pas tous les jours « Ah là là, mon Dieu, il va y avoir un bus qui va me passer dessus tous les matins. » Vous voyez, c'est un moment, il faut être capable d'aller au-delà de ça et de pouvoir aller plus loin. Et donc, pour ça, il faut collaborer avec Azure. Quelques mots me concernant. Yassir Kazar, je suis CEO et cofondateur de la startup Yogosha dont je vais vous parler. Je suis un entrepreneur dans l'âme depuis une quinzaine d'années. Je suis un hacker. Je n'ai pas besoin de rajouter l'adjectif « gentil » à côté, parce que le hacker de base est gentil, et quand vous pensez que c'est quelqu'un de méchant, dites plutôt que c'est un cybercriminel. Alors vous connaissez par exemple Steve Jobs, c'est un hacker, il passait ses matinées. Alors il y a un autre Steve chez Apple qui est moins connu, qui est Steve Wozniak, qui était son père, qui étaient les deux, c'était les deux compères, et les deux ils passaient leur matinée dans des garages à bricoler du hardware, et c'est comme ça qu'ils ont construit le Apple. Ça ne vous vient pas à la tête de dire… Voilà, Steve Wozniak, le hacker gentil, quoi. Vous savez, le hacker. Et pour la petite histoire, le terme est né dans les clubs du MIT, il y a un peu plus d'un demi-siècle. Donc à la base, ce sont de vrais passionnés de technologie, avec des idéaux. Ils ont vu dans Internet la possibilité de partager les informations. Vous voyez toutes les phrases un peu clichés que partagent les journalistes. Voilà, Internet, c'est pour partager l'information. À la base, c'est cette communauté-là qui a insufflé cette idée de dire la décentralisation, partageant le savoir, les connaissances, développant des outils qui intercommuniquent entre eux. J'ai mon petit Twitter pour ceux qui veulent me suivre ou sinon si vous voulez me rajouter dans LinkedIn. Et puis, quelques mots sur Yogosha rapidement. Alors moi, ça fait une belle transition par rapport à un grand groupe comme Thales. Nous, on est une petite start-up. Aujourd'hui, on a 3 ans d'existence derrière nous. On est 25 personnes aujourd'hui. On a lancé plus de 400 programmes. Je vais revenir sur ce que c'est que 400 programmes. On a remonté plus de 4000 vulnérabilités avérées aujourd'hui auprès de tous les clients avec qui on travaille. On a fait notre première levée de fonds, même si ce n'est pas un indicateur, mais je sais que dans le monde des startups, rappeler les levées de fonds, c'est un truc classique. Donc on a fait une première levée de fonds en 2017. On est en train de faire notre deuxième tour de table. Et on a plus de 500 hackers référencés sur notre plateforme avec à peu près… plus de 4000 dans le monde. Alors l'idée de Yogosha, pour faire simple, on a créé une plateforme d'intermédiation. On permet aux entreprises de rentrer en relation avec une communauté de hackers à travers le monde. Et en fait, ils vont soumettre leur application à cette communauté-là. La communauté va tester ces applications-là et on a un modèle
au milieu qui est assez intelligent, qui est de dire on paye à la faille détectée. Donc en gros, si je caricature jusqu'au bout, si notre communauté ne trouve rien, le client n'a rien à payer. Bon, maintenant, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue, on a 100% de réussite. On trouve systématiquement des failles, mais c'est la réalité de l'informatique aujourd'hui, encore une fois. Je veux dire, nous les premiers, on applique ce qu'on prêche à nos propres applications et on est content d'avoir une communauté diversifiée de gens qui regardent en continu. Alors, je pourrais après rentrer en détail. Pour vous donner une idée, on travaille avec 3 gros segments. Les PME, les startups, les boîtes qui sont en développement, le retail, le e-commerce, et puis après les grands comptes. Donc on est vraiment, notre solution s'adapte en fin de compte à tous les niveaux d'exigence parce que vous avez la capacité de définir le budget qui vous convient, de travailler avec le nombre de chercheurs qui vous convient. Donc vous avez cette espèce de curseur que vous pouvez en fait ajuster en fonction de votre niveau de maturité. On peut vous aider justement pour travailler sur ça. Alors on a gagné quelques prix et récompenses. Qui nous fait, nous, une très belle reconnaissance et qui confirme que, voilà, on a commencé par la French Tech, on a eu typiquement les grands prix de l'innovation de la ville de Paris, et puis récemment, on a eu le prix du FIC, qui est le Forum international de la cybersécurité, qui a été pour nous une vraie reconnaissance de l'écosystème de la cyber. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, et en fait, la cybersécurité est un sujet extrêmement large. Nous, on va s'attaquer à une partie qui est assez critique, qui est d'ailleurs à l'origine de 70% de toutes les pénalités GDPR, qui sont les failles de sécurité, les vulnérabilités, les faiblesses dans les systèmes qui permettent à un moment ou à un autre de compromettre ou d'extirper ou de sortir de données ou de les détruire. C'est ça ce qu'on va aller regarder. Et en fait, derrière ce problème des vulnérabilités, il y a 4 gros challenges, si on doit synthétiser, auxquels font face toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Le premier, c'est celui de la fiabilité. Comment avoir une information fiable? Comment avoir un service ou une application qui, quand elle vous dit « il y a une faille ici », il y a 90% de chances qu'il y ait des failles. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui remontent des failles, mais il y a beaucoup de faux positifs. Il faut passer du temps derrière pour dire « non, mais en fait, ce n'est pas une vraie faille, c'est une fausse alerte. » Voilà. Deuxième sujet, c'est les ressources. On en a parlé tout à l'heure. Il y a une pénurie de 75% à peu près sur le marché en termes de profils cyber. Donc, comment disposer d'une solution qui permet d'accéder à des ressources en temps voulu qui peuvent être diverses et variées avec des compétences aussi diverses que les systèmes d'information qu'on est en train de construire. Comment avoir une approche agile? Aujourd'hui, on a un informatique qui bouge de plus en plus vite, on va y arriver. Donc, comment pouvoir tester des applications à la volée dès qu'on veut? Et enfin, comment avoir un ROI? Ça, c'est la question qui est dure, c'est-à-dire comment mesurer en fin de compte l'investissement qu'on fait dans la cyber et qui nous permettrait quelque part de dire le moindre euro que j'investis, je sais pourquoi l'investir. Alors typiquement, nous, Yogosha, on est parti de ça et c'est pour ça qu'on a fait l'équation telle qu'on vous la présente, c'est-à-dire une plateforme, ça vous permet d'accéder à plusieurs ressources, vous pouvez tester à n'importe quel moment, vous maîtrisez le budget parce que vous payez à la faille, mais dans l'absolu, le challenge, il est là. Alors, ce challenge, on se le pose aujourd'hui et ce que je vais essayer de partager avec vous durant toute la suite de la présentation, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se pose ce genre de questions et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sujet de la cyber est un peu une sorte de boîte noire. Donc, partager avec vous peut-être des clés qui vont vous aider à mieux appréhender le sujet. Alors, la première des choses, il y aura quelques redites avec ce qui a été dit avant, mais ce n'est pas plus mal. Je vais essayer d'apporter un autre angle de vision. La première des choses, c'est fondamentalement, la cybersécurité est un concept négatif. Et je vais vous donner qu'est-ce que ça veut dire. Si vous prenez l'IT classique, il se concentre sur ce que l'utilisateur doit faire. C'est-à-dire si vous lui développez une application avec 2 boutons, un bouton vert et un bouton rouge, si j'appuie sur le vert, j'ouvre la porte, si j'appuie sur le rouge, je ferme, la production informatique ne s'intéresse qu'à ça. C'est ça son modèle, il est fini. Par contre, si on regarde la cybersécurité, elle va s'intéresser à tout ce que l'utilisateur ne devrait pas faire pour justement mettre en péril le système. Et là, le champ des possibles, intellectuellement, il est large. Ça peut voler l'ordinateur, ça peut appeler la secrétaire pour l'induire en erreur pour avoir un mot de passe, ça peut brancher une clé USB. Donc, les possibilités sont extrêmement larges. Donc, intellectuellement, on est sur un exercice non déterministe. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas forcément industrialiser tous les tests en termes de cyber. Donc, intellectuellement, déjà, rien qu'à la base, on est sur un problème qui est humainement, on adresse 2 sujets où l'un est indéterministe, l'autre ne l'est pas. Ensuite, il y a une vraie évolution. Et là, il y a pour moi un des rapports
clé aujourd'hui en Europe qu'il faut lire, c'est un rapport qui est produit par l'ENISA, qui s'appelle le Trade Landscape, extrêmement riche, avec des paragraphes très techniques, d'autres qui le sont moins. Et typiquement, ils sortent un classement régulier du top 10 ou 20 des failles les plus récurrentes. Et ce qui est intéressant maintenant dans tous les classements, vous allez voir qu'en deuxième position et en troisième position, le web vient, donc tout ce qui va être mis en ligne représente un nouveau vecteur d'attaque qui statistiquement représente une des grandes portes d'entrée principales. Les plateformes SaaS, les espaces clients, les applications mobiles, les API, les marketplaces, voilà. Tout cet environnement-là qui participe à ce qu'on appelle la transformation digitale. Je n'ai toujours pas compris ce que veut dire ce terme, mais bon. Non, je caricature. Non, parce que des fois, il y a des gens qui, on parle avec eux, transformation digitale, c'est avoir un site web responsive. Donc là, j'ai dit, vous avez 15 ans de retard, mais bon, c'est pas grave. Par contre, la vraie transformation digitale, je pense que ce qu'il y a derrière ce terme, c'est le fait de sortir les parcours clients de l'intérieur des murs, ce qu'on avait l'habitude de faire, se déplacer en agence, acheter physiquement et tout, vers un nouvel espace où les transactions se passent en ligne. Et là, c'est un terrain de jeu qui est assez neuf et donc qui pousse les entreprises à changer radicalement leur manière de faire leur business au quotidien. Donc ça, c'est un premier élément qui est extrêmement intéressant. Donc il y a un vrai vecteur qui est tout nouveau, qui est tout récent, pas forcément très bien appréhendé par tout le monde, même pour les équipes techniques. Et ensuite, alors ouais, je fais un petit aparté sur le ransomware, parce que vous savez, et là, on va voir que on a fait un gap de la 14e à la 8e position. Les derniers chiffres, je pense qu'il est encore monté plus haut. Et d'ailleurs, les dernières attaques, on en parlait. Il y a le CHU qui a eu une attaque avec le ransomware qui est assez dramatique comme sujet. Alors ça, c'est un premier tableau. Un deuxième tableau qui est intéressant. Alors ça, c'est ce que je disais, hein, les typologies des applications qu'on va regarder. Et il va y avoir un deuxième tableau qui est extrêmement intéressant. Je suis désolé, c'est un peu petit. Pour ceux qui sont au fond. Ah, il y a le deuxième écran. Mais bon, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, on a repris les mêmes vecteurs, hein, d'accord? C'est les mêmes vecteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, mais on va les croiser en colonne avec les profils des attaquants. Et donc là, c'est un sujet aussi qui est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que le hacker, vous n'allez pas, il n'y a pas terme hacker dedans, hein, dans les attaquants potentiels, donc c'est l'ENISA qui le fait. Ce qu'on va avoir, c'est des cybercriminels, c'est les insiders, c'est-à-dire le salarié mécontent qui va repartir avec des données, les nations-États, hein, l'espionnage, le cyberespionnage, les corporations, donc les concurrents, hein, dit gentiment, et on pourra aller, hein, vous allez voir, jusqu'aux script kiddies. Alors les script kiddies, c'est des adolescents, des jeunes qui sont brillants, qui ont la passion et qui le font des fois pour le fun. Hein. C'est même pas, ils cherchent à détruire, ils cherchent juste à dire « Waouh, je suis rentré sur le serveur de la NASA » et partager ça sur son Facebook. Et ce qui est marrant, c'est que quand on va croiser les deux tableaux, vous allez voir que le web représente le vecteur d'attaque principal pour tous les profils d'attaque. Pour tous les profils, sauf à l'exception des insiders, parce que par définition, un insider, il est déjà à l'intérieur de l'entreprise, donc il n'a pas besoin du web pour faire quoi que ce soit. Alors pour vous illustrer un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et pour que vous preniez une vision, ce que montre cet outil, il y en a plein, c'est les attaques en temps réel à travers le monde qui se produisent. Et en fait, ce que démontre ce type d'outil, alors encore, ça ne montre pas la réalité globale parce que ça s'appuie sur des mécanismes qu'on appelle des honeypots, des machines qui sont vulnérables et qu'on met exprès pour attirer des attaquants pour mesurer. Donc on ne voit pas non plus les vraies attaques se produire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on sort d'un monde dans lequel il y avait des attaques le dimanche soir, et puis ça s'arrêtait, et puis il y avait des attaques le vendredi soir, vers un monde où c'est un continuum. Il y a des attaques en continu, ça rejoint les chiffres qui ont été partagés. Alors déjà, ça vient du fait qu'il y a des profils qui sont assez divers et variés, pardon, mais ce n'est pas grave. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a des robots qui tournent 24 heures sur 24 et qui testent de manière aléatoire tout ce qui existe. Ça participe aussi à cette nouvelle tendance, je parlais de cette nouvelle manière de produire l'informatique. Ceux qui ont mon âge ou plus, ils ont vécu les cycles en V, les cycles en W, dans les projets informatiques. On écrivait des cahiers des charges de 100 pages. On se lançait dans des projets de 18 mois pour après découvrir un projet qui n'a rien à voir avec ce que voulait le client. On mettait au placard, on prenait un autre prestataire. Bon, il y avait des projets qui marchaient quand même, heureusement. Mais c'est pour forcer le trait. Aujourd'hui, on est dans un informatique où on pousse, en tout cas les startups par exemple les plus avancées ou les grands comptes les plus avancés, ils ont des équipes qui peuvent pousser de nouvelles fonctionnalités tous les jours en production.
Et ce qui veut dire que les approches classiques ont testé, il fallait 6 mois pour tester une application, ne marchent plus. Il faut être capable de tester à la volée, de manière régulière, en continu, les applications. Donc maintenant, il y a toute une philosophie du DevOpsSec, ou du DevOps, peut-être pour ceux qui ont entendu parler de ça, où en gros, si on le prend de manière caricaturale, on met les développeurs avec les administrateurs système dans une même salle, et par une magie de l'esprit, ces équipes commencent à travailler ensemble de manière fulgureuse. Après, dans la vraie vie, il y a des vraies briques technologiques qui permettent en fait ça. Hein. GitHub, GitLab, Jira, Docker, voilà. Il y a tout un saut technologique qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, on peut coder des environnements. Aujourd'hui, avant, quand on voulait mettre quelque chose en production, il y avait des gars, ils développaient, ils donnaient le code à une autre équipe, cette autre équipe, elle allait sur une machine physiquement pour convertir des trucs, et voilà, on pouvait y accéder. Or là, on peut coder un environnement sur un AWS et on peut avoir en instantané un site web qui va être accessible et qui va devenir disponible. Voilà, donc il y a vraiment cette nécessité de tester plus rapidement et de s'inscrire en fait dans cette nouvelle manière de voir l'IT. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été cités juste avant. Il y en a un, moi, qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué un vrai tournant dans le monde de la cyber. Et gardez en tête, je partage avec vous toutes les nouvelles clés pour comprendre dans quel monde on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez suivi cette opération, moi, ça m'a vraiment traumatisé, entre guillemets. En 2017, je crois que c'est en juillet 2017, Verizon, donc Verizon c'est le plus gros opérateur télécommunications aux États-Unis qui rachète Yahoo. Donc Yahoo, je pense que vous devez connaître. Ça n'existe plus trop en fait. D'ailleurs, ils ont changé de nom, j'ai oublié le nouveau nom qu'ils ont pris. C'est pas grave, ça me reviendra. Quoi qu'il en soit, durant le rachat, Yahoo est victime d'une attaque informatique, de fuite de données. Les deux font une communication publique pour dire ah là là, on est désolé, on va faire attention, quand même le risque est maîtrisé et tout. Et puis je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines plus tard, une nouvelle attaque, il y a eu des millions de mots de passe en clair de Yahoo qui se sont retrouvés dans la nature. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est produit. Verizon a demandé à Yahoo de revoir sa valorisation à la baisse de 35%. Et là, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'au-delà de la sanction, il faut comprendre que tout d'un coup, on est rentré dans un monde où la cyber n'est plus une problématique technique, c'est devenu un indicateur de performance en fait. Au même titre que le chiffre d'affaires, que la croissance, que la croissance organique, etc. Quand on va regarder aujourd'hui une entreprise, et c'est ce qu'on vit avec toutes par exemple les chutes en bourse, où il faut, au-delà de la sanction qu'on voit, il faut voir l'inverse, en tout cas pour des dirigeants, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que la cybersécurité aujourd'hui, c'est un investissement et c'est un avantage compétitif. Je vous donne un exemple très simple. Google se donne aujourd'hui la possibilité de déclasser de ses résultats de recherche tous les sites qui n'ont pas le cadenas SSL. Donc, si vous ne mettez pas ça en avant, vous disparaissez en fait d'une vitrine qui est Google. Et donc, ceux qui ne changent pas le mindset pour dire c'est un investissement et qui continuent de voir la cybersécurité comme un centre de coût, ils vont avoir énormément de mal dans les années qui viennent pour s'adapter quelque part à cette nouvelle donne, aux nouvelles hypothèses auxquelles on fait face, quoi. Alors pour illustrer après un autre sujet qui est celui de la complexité, on en a beaucoup parlé et effectivement, on est aussi dans un monde où notre attention est sollicitée, on a des outils qui produisent. Là, vos téléphones, ils sont en train de communiquer avec des milliers et des milliers de serveurs. Et pour illustrer, moi j'utilise toujours ça. Alors je pense que maintenant il est remis à jour parce qu'il date de 2 ans. Excusez-moi, je suis un peu paresseux des fois. Mais quoi qu'il en soit, ça passe quand même le message. Ça illustre ce qui se passe sur Internet en 1 minute. À peu près, 1 minute. Donc vous pouvez regarder les chiffres. 3 millions de partages sur Facebook, 6 millions de messages envoyés sur Google, 4 millions de recharges sur Google, 6 millions de messages envoyés sur Facebook. Vous pouvez regarder sur Netflix, il y a maintenant plus de 500 000 tweets qui sont partagés. Et tout ça, c'est 60 secondes. Donc vous multipliez par 60 pour avoir l'heure, vous multipliez par 24 pour avoir le jour, vous multipliez par 30 pour avoir le mois, vous multipliez par 12 pour avoir l'année. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on fait face à une telle complexité il faut aujourd'hui aller vers des approches innovantes et diversifier en fait les angles d'attaque pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Un autre exemple qui illustre parfaitement la question de la complexité et puis surtout la nécessité d'avoir
d'avoir une approche un peu duale avec la cybersécurité, c'est-à-dire il faut voir bien entendu le côté qui fait peur, mais il faut aussi voir les avantages de la technologie. Donc il est nécessaire d'être un peu en tension avec les deux limites qui sont les technophiles et les technophobes, hein, ceux qui nous disent il faut aller vivre dans la nature, jeter tous les ordinateurs, et puis ceux qui nous disent les ordinateurs vont régler tous les problèmes. Enfin, la vérité, elle est quelque part au milieu, et ce quelque part, il bouge tout le temps. Il faut accepter d'être un peu toujours en train de chercher un équilibre. Cet exemple illustre parfaitement les réfrigérateurs connectés aujourd'hui. Un scénario intéressant, ça serait de dire, on peut se dire qu'un tel réfrigérateur, il peut par exemple scanner le niveau d'eau dans votre réfrigérateur, et en dessous d'un certain niveau, il passe une commande automatiquement pour vous sur Amazon. Amazon envoie ses drones dans ses hangars qui récupèrent le pack d'eau. Il arrive chez vous par un drone. Il y a un petit robot qui arrive chez vous qui va le récupérer, qui le ramène dans le réfrigérateur. Le niveau de seuil de l'eau, il est remonté. Le réfrigérateur ne fait rien. Vous, entre-temps, vous faites de la musique, de la poésie, voilà, vous voyagez dans le monde. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on peut imaginer que la technologie peut nous permettre de nous concentrer sur des aspects sympas de la vie. C'est une des thèses d'ailleurs de pas mal d'économistes sur les derniers siècles, qui a ses limites. Et de l'autre côté, et c'est là où il faut garder les deux, on peut aussi se dire, mais il peut aussi par exemple regarder le niveau de sucre, la consommation de sucre. Et il peut la croiser avec la poubelle connectée. Et il peut la croiser avec le médecin et l'assureur. Et là, il peut dire, mais vous commencez à consommer beaucoup de sucre. Et puis là, les problèmes d'assurance, on va vous faire sauter l'assurance parce que là, vous êtes allé un peu trop loin et vous êtes à risque. Voilà, donc c'est essentiel de se dire, c'est en même temps l'antidote et en même temps le poison, et de sortir juste d'une vision, on dit la technologie va nous tuer ou la technologie va être capable de nous régler tous les problèmes. Ensuite, il y a un dernier point qui est essentiel, qui est le changement du monde du travail. Alors, si je veux être précis, c'est l'emploi. Le travail est un terme beaucoup plus large, et en fait, quand on est dans une association, quand on gère son foyer, on travaille en fait. Mais on va plutôt parler de l'emploi. Et pour vous illustrer un peu comment on change, moi je fais un schéma très simple avec deux axes. D'un côté, vous entendez parler de plus en plus de structures, soit centralisées, soit décentralisées, hein, la plateformisation de l'organisation horizontale, etc. Et puis de l'autre côté, on va mettre de plus en plus, soit en concurrence, soit en compétition, le cerveau humain avec l'intelligence artificielle. Là encore, ceux qui ont peur, ils disent l'intelligence artificielle, ils vont tous nous tuer, ils vont prendre nos jobs. Ceux qui sont à l'autre bout, ils disent le transhumanisme, ça va être génial, on va pouvoir soulever 3 tonnes. Je ne vois pas l'intérêt pourquoi je vais soulever 3 tonnes, moi personnellement, mais bon. Mais voilà, et donc encore une fois, la vérité, elle est un peu entre les deux. Et donc, comment ça nous aide à comprendre comment le monde du travail bouge, de l'emploi? Vous vous rappelez, le monde du taxi, il était là. Puis il y a une start-up américaine qui s'appelle Uber, qui a déplacé en fait l'activité dans ce cadran-là. Et puis la prochaine étape pour Uber, à votre avis, c'est quoi? C'est les voitures autonomes, exactement. Et donc, on va se déplacer là. Et donc, ce qu'on comprend, ce qu'il faut voir, c'est que le monde du travail est en train de basculer vers cette partie-là. C'est-à-dire le travail des managers dans les années qui viennent, ça va être fédérer des réseaux d'intelligence, qui soient humaines ou pas, qui soient à l'intérieur des murs ou à l'extérieur. C'est ça ce qu'on va attendre petit à petit des managers. C'est de se dire, en fait, tu travailles, ok, d'accord, mais ne t'attends pas à avoir 10 000 mètres carrés avec des gens dans tous les étages. Des fois, il y aura un robot qui va faire le truc à ta place. Ce sera un robot d'ailleurs très bête, il ne faut pas croire qu'il est super intelligent. Mais statistiquement, il sait faire des choses très très bien que toi. Et toi, tu pourras le guider. Et puis, des fois, il y a des humains qui seront à 8 heures de décalage avec toi, mais tu auras des outils qui te permettent de travailler avec ces personnes-là. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre avec les plateformes. Je vais peut-être finir sur un terme, confiance, parce que c'est le mot-clé, je pense, aujourd'hui. Et ça va être ça pour moi la conclusion. Effectivement, la confiance est un élément clé déjà pour le fonctionnement des groupes humains, dans le business en particulier, et dans la cybersécurité encore plus, parce qu'il y a cette appréhension. Donc, moi, quand je regarde le terme confiance, si vous vous intéressez au terme, il y a une définition qui est assez intéressante. Une des définitions, c'est de dire la confiance, c'est d'accepter d'être vulnérable. On accepte d'être vulnérable, c'est comme ça qu'on fait confiance. C'est ce que vous faites avec un conjoint ou une conjointe en vous disant, voilà, ça se trouve, dans 4 ans, il va prendre la baraque et les mômes, il va se casser. Mais j'accepte d'être vulnérable parce que j'ai pratiqué cette personne, parce qu'on a un contrat qui nous lie, parce que, donc, accepter d'être vulnérable pour passer à l'étape d'après qui est de dire, j'ai pratiqué, il y a de l'expérience, on a des contrats et on avance, mais on maîtrise ce risque-là.
et ne plus rester dans une posture qui est de dire « j'ai une forteresse impénétrable » ou alors « oh mon Dieu, je suis totalement immobilisé parce qu'a priori, à chaque fois que je vais faire une action, ça va me mettre en danger ». Je pense qu'il faut aller au-delà de ça maintenant, dire « ok, nous les premiers, tout le monde, tous les grands comptes, ils ont des problèmes, a priori, ils ont des fuites de données. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Moi, je reste persuadé, et c'est toute l'ADN de YogoShack, que les hackers, ils jouent déjà un rôle, mais les gens ne le sentaient pas, ne le percevaient pas, mais ils vont jouer un rôle fondamental dans les années qui viennent. Et c'est ce qu'on prêche, c'est de faire confiance à cette communauté-là, d'apprendre à travailler avec eux. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait avec notre plateforme. Et ça va vous permettre justement d'élargir votre capacité à regarder des problèmes et à avoir des points de vue qui sont assez différents. Et puis, je vous remercie pour votre écoute.